Ok, et bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout, même à travers notre chaîne YouTube, Canal Kin Télévision, même sur notre nouvelle plateforme Vodacom TV. Merci de votre fidélité à ce nouveau numéro spécial de 60 minutes qui reçoit une fois de plus cette soirée Maître Jean-Claude Katende. Il est président national de la SADO. Il est avocat au barreau de Lubumbashi, il est acteur de la société civile, il a plusieurs casquettes, il défend également les gens en matière de droits de l'homme. Bonsoir Maître Katende. Bonsoir. Avec Maître Katende, nous parlerons essentiellement, il faut qu'on puisse vous le rappeler, nous parlerons de l'hypothétique ou probable libération des 10 Kapintes qui étaient croués à la prison de Makala depuis de longues années après la fameuse histoire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais l'actualité oblige, nous parlerons de l'opération passeport avorté avec la ministre des Affaires étrangères annoncée au prix de $99 en francs congolais. L'opération n'a pas été lancée lundi pour diverses raisons. On va tenter d'en parler de façon assez lapidaire au cours de cette émission. Nous parlerons également des consultations présidentielles amorcées depuis le 2 novembre dernier au Palais de la Nation par le chef de l'État. Maître Katende va faire la question et on va chuter en grande partie sur la question Jean-Claude Katende. Rebonsoir Maître Katende. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci également à vous de répondre à cette invitation. Vous avez toujours été clément avec nous. Vous ne refusez jamais nos invitations. Actualité oblige Maître Katende. Il a été annoncé avec pompe l'opération passeport congolais à $99. Le prix d'il y a quelques années, c'était, il fallait débourser 250, 300, $350 pour avoir le passeport. Et le gouvernement Félix Tshisekedi a estimé qu'il fallait baisser les prix. Et on avait annoncé pour ce lundi 23 novembre le passeport à $99. L'opération n'a pas eu lieu parce qu'il y aurait un problème d'harmonisation entre les affaires étrangères et les finances. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, l'opinion est inquiète, l'opinion pense qu'on veut revoir les prix à la hausse. Vous êtes près de la population, quel a été l'accueil de ces reports? Je pense personnellement qu'il faut d'abord féliciter le gouvernement pour les efforts consentis pour qu'on en arrive à ce prix de $99 pour l'obtention du formulaire qui permet en fait d'avoir le passeport. Mais comme vous le savez, nous avons aussi appris que les $99 ne sont pas le prix en fait global du passeport, parce qu'il faut y ajouter les frais connexes ou les frais administratifs qui ne sont pas connus, dont le volume ou la quantité n'est pas encore connue aujourd'hui. Et nous avions posé ce problème aux autorités en relevant le fait que c'est mieux qu'on communique aux Congolais tous les frais administratifs et leurs taux pour que chacun de nous, quand il se prépare pour acheter son passeport, il ne va pas seulement préparer l'équivalent de $99 en francs congolais, il va aussi prendre l'argent à remettre à l'ANR et d'autres services. Et là, nous disons encore qu'il est important que tous ces prix soient affichés à l'ANR, au ministère des Affaires étrangères, mais aussi dans les autres services publics où les requérants devront passer pour avoir tel ou tel autre service. Et nous insistons aussi sur le fait que cet argent que nous allons verser est pour l'obtention du formulaire et pour les services connexes ou les frais connexes soit constaté par une quittance. Il ne faut pas que les Congolais payent encore l'argent qui va aller dans les poches des gens, parce que nous avons aussi nos propres poches en tant que Congolais où cet argent peut rester. Donc si nous voulons payer, nous allons payer pour que l'argent entre dans la caisse de l'État et puisse servir aux travaux, aux infrastructures qui concernent tout le monde. L'annonce a été quand même d'un rêve assez osé. C'était, on peut dire quoi? Ce n'a été qu'un effet d'annonce par la ministre des Affaires étrangères qui a annoncé tout
tous les Congolais ont applaudi, 99 $, de 10,50 à 99 $, les gens applaudissent, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le prix que les Congolais ont applaudi, ça sera au-delà des 120, 130, voire 140, parce que les frais connexes ne seront pas les 10 $, mais là, peut-être l'opinion a raison de respecter. La population a certainement des raisons de s'inquiéter. Parce que depuis bien longtemps, il y a des gens qui attendent pour aller aux études. À l'étranger, il y a des malades qui attendent, il y a des gens qui doivent partir en mission, qui ont besoin de ces documents importants. Et quand on l'annonce pour un début aujourd'hui, et on se rend compte que c'est le même jour qu'on apporte un autre message, on peut seulement arriver à la conclusion qu'il n'y a pas d'harmonie, de cohésion au sein du gouvernement. Parce qu'avant que la ministre des Affaires étrangères communique ces données à la population, il aurait fallu que l'harmonisation se fasse au sein du gouvernement. Je vais aller plus loin pour dire que la population doit savoir aujourd'hui que le prix du formulaire, c'est 99 $ et le prix du passeport comprendra aussi les frais connexes. Les frais connexes qui ne sont pas connus aujourd'hui. Et nous, notre demande, c'est que, comme il y a eu une baisse du prix du formulaire, nous voulons aussi sentir qu'au niveau des frais connexes, il y a aussi une réduction. Parce que, quoi qu'on dise, pour une population qui vit en majorité avec 1 $ par jour et par personne, même 99 $, c'est encore beaucoup d'argent. Nous aurions souhaité que l'État subventionne une partie de ces formulaires et qu'on le ramène par exemple à 30 $, sans frais connexes. L'achat du formulaire qui revienne à 30 $, plus les frais connexes, ça peut arriver globalement à 100 $. Et vous savez que pour nos populations, 100 $, c'est encore beaucoup d'argent pour les Congolais moyens. Et je pense que c'est vrai, le gouvernement a fait des efforts de réduction, mais cette réduction ne rencontre pas encore le pouvoir d'achat du Congolais moyen. Ok, c'est un peu plus clair maintenant. Il faudra le savoir que les 99 $ en francs congolais ne couvrent que le formulaire. Le carnet en soi ne coûtera pas 99 $. Donc on peut aller au-delà des 120 $, on attend l'harmonisation entre les deux ministères, Finances et Affaires étrangères, pour avoir le prix fixe global du carnet passeport. Mais il faudra dire aujourd'hui qu'il n'y ait pas de confusion. 99 $, c'est le prix du formulaire et non le prix global du carnet passeport. Merci beaucoup pour la précision. On prend un autre fait d'actualité, les consultations présidentielles. Il y a eu des groupes et des groupes, corporation en corporation, il y a eu politique et politique, mais on se rend compte que ça tire en longueur. Qu'est-ce qui bloque le chef de l'État? Il y a eu une annonce pour le 20, ça n'a pas eu lieu, et on continue à recevoir les gens au palais de la nation, ça n'en finit pas. Et il y a une opinion qui est très exacerbée. Il estime même que ça devient un fourre-tout. Finalement, on va recevoir toutes les corporations, et même celles-là qui ne sont pas assez introduites dans les affaires politiques, il faut les recevoir. C'est une crise politique. Pourquoi on doit recevoir tout le monde pendant que les solutions attendent, pendant que les besoins se multiplient du jour au lendemain? Je comprends bien la préoccupation de tous les Congolais, et la mienne aussi, c'est que tout le monde a besoin de voir que la crise actuelle est finie, pour qu'on se consacre aux questions qui intéressent directement la population. Mais nous devons aussi savoir que ce qui a fait défaut dans ces consultations, c'est notamment les termes de référence qui pouvaient permettre à chacun de nous de savoir quel est l'objectif des consultations, quelle est la durée que les consultations vont devoir prendre et combien de personnes le président de la République va pouvoir recevoir. Aujourd'hui, tout relève certainement du président de la République qui peut estimer pour une raison ou une autre qu'il voudrait recevoir telle catégorie de personnes, et contrairement aux critiques que nous avons entendues à gauche, à droite, qu'on n'aurait pas pu recevoir des comédiens, des gens de telle ou telle autre corporation, je pense personnellement que chaque Congolais est important et que chaque Congolais
a des choses qu'il pourrait dire au président de la République. Mais au-delà de cette considération qui veut que chaque Congolais est égal à tous les autres Congolais, il est important que, quand même, qu'on fixe un timing qui ne pourra plus aller au-delà, où le président de la République va pouvoir mettre fin aux consultations et prendre le temps, n'est-ce pas, de faire la compilation de tout ce qui lui a été dit pour prendre des décisions qui s'imposent. Et vous savez que la population attend énormément ces décisions que le président de la République devra prendre. Mais alors, il ne faudra pas que cela devienne quand même une répétition, devienne une crise qui va s'enliser. On ne devrait pas recevoir Maître Katende sont sereins finalement. Est-ce qu'il faudrait recevoir les maraîchers à leur tour, il faudrait recevoir les maroquiniers à leur tour, les vendeurs de pain? Il peut y avoir un effet d'entraînement. On reçoit un groupe, les solutions peuvent descendre aux autres corporations. Ça peut être aussi une façon de faire. Il s'est pas, le patron de l'État n'y a pas pensé. En principe, le président de la République aurait dû recevoir tous les Congolais. Tout le monde. Parce qu'il est le président de tout le monde. Et tout le monde a quelque chose à dire au président de la République. Parce que pour devenir président, on a besoin non seulement des voix des corporations, mais on a besoin des voix de la voix de chaque Congolais. Donc, si nous considérons que le président de la République est arrivé au pouvoir par le vote de Congolais, ça veut dire en d'autres termes que chaque personne qui a voté compte pour le pays et pour le président de la République. Qu'à cela ne tienne, je partage tout à fait la considération que vous dites qu'on ne peut pas recevoir tout le monde et qu'il est temps que le président de la République puisse voir dans quelle mesure tourner cette page et entrer dans la page de la réflexion et la page de la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, la phase la plus facile, c'est celle de recevoir tout le monde. Mais la phase la plus difficile, c'est celle des décisions qui vont être prises. Et cette phase demande non seulement que le président de la République ait des tacts, use de la sagesse, mais aussi de la détermination. Parce que la situation dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui demande à un moment donné que la personne qui doit prendre des décisions importantes pour la nation soit une personne courageuse. Pour finir cette question des consultations de Katende, et il y a un peu un bémol, disons-le comme ça, il y a un raté ou bien il y a un déséquilibre. Ces échanges sont un peu désarticulés, d'autant plus que le partenaire le plus immédiat du chef de l'État ne viennent pas, les membres du FCC. N'est-ce pas là un autre goulot qui pourrait étrangler ces échanges, qui pourra déteindre un peu, qui pourra donner une image un peu écornée? Pourquoi ceux qui sont avec lui au pouvoir ne viennent pas, qui sont consultés? N'est-ce pas demain les décisions pourront être remises en question par ceux-là qui l'accompagnent au pouvoir? De toutes les façons, il faut dire que les décisions vont toujours être remises en cause. Elles vont être discutées. Même si le FCC allait être consulté, les décisions que le président de la République va prendre vont toujours heurter un groupe de Congolais. Mais l'essentiel est que ces décisions soient prises dans l'intérêt de la majorité et fassent avancer notre pays. C'est ce qui est important. Il n'y a aucune personne, que ce soit vous, que ce soit moi, qui serait à la place du président de la République et qui prendrait des décisions que personne ne contesterait. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Et nous ne pouvons pas nous mettre en tête que tout le monde va accepter les décisions que le président de la République va prendre. Pour nous, ce qui est important, c'est que ces décisions soient conformes à la constitution du pays, que ces décisions soient conformes aux desiderata de la majorité des Congolais qui ont été consultés par le président de la République, mais que ces décisions puissent faire avancer notre pays dans la bonne direction. Les frères et sœurs du FCC, il y en a qui sont venus rencontrer le président de la République sous d'autres titres, sous d'autres casquettes ou à titre personnel, mais je ne pense pas que le problème relève du président de la République. Si on invite
une personne et que la personne décline l'invitation, je pense que la personne devra tirer elle-même les conséquences de son refus de participer. Mais nous sommes à un moment crucial de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et là, je dis que même ceux qui partagent des points de vue contraires à ceux du président de la République, ils peuvent aller le rencontrer, lui dire de vive voix, parce que quand même, c'est toute une nation qui est en train de s'ébranler. C'est toute une nation qui est en train de perdre les repères. Et donc, je ne me vois pas un seul instant, quelles que soient les raisons que je puisse avoir, refuser de rencontrer le président de la République et de lui dire ce que je pense. Je dis qu'on peut rester courtois parce qu'on a reçu une bonne éducation, mais cela n'exclut pas qu'on puisse rester ferme et courageux sur les positions qu'on défend. Maître, mais vous-même n'avez pas été reçu. On connaît votre position par rapport à la marche politique du pays. On connaît votre carrure, votre parcours. Quand même, vous renfermez une opinion aussi importante, qu'on se le dise. Mais pourquoi pas attendre ce qui est dit pour parler Congo à travers ces consultations? Vous aussi, c'est comme si vous avez décliné l'offre. Non. Il faut dire tout simplement que j'avais reçu l'invitation du président de la République. Quand le président avait annoncé le 23 octobre qu'il lancerait les consultations la semaine qui suivait, j'étais à Lubumbashi. C'était un vendredi et le samedi ou le dimanche, j'avais pris mon avion pour revenir à Kinshasa parce que j'étais sûr que j'allais être parmi les personnes que le président de la République consulterait. Fort malheureusement, j'avais fait une semaine à Kinshasa sans que les consultations soient mises en route. Et le dimanche, quand je rentrais à Lubumbashi, le lundi, on m'informera que mon invitation était prête pour que j'aille rencontrer le président de la République le mardi. Il faut dire ici, comme vous l'avez dit, que votre observation était aussi celle du président de la République, parce que les consultations ont commencé le mardi, et nous étions parmi le premier groupe ou les premières personnalités à être alignés pour être reçus et discuter avec le président de la République. Comme je ne pouvais pas prendre notre avion pour revenir à Kinshasa pour ça, il y a un collègue de l'Azado qui était ensemble avec Maître Georges Kapiamba, avec Rostem Anketa qui ont participé. Je ne peux pas, à mon niveau, me refuser un seul instant d'aller rencontrer le président de la République et de lui dire ce que je pense. Je sais, et je sais aussi qu'il le sait, que nous ne partageons pas les mêmes points de vue sur un certain nombre de questions, mais discuter, nous pouvons discuter, échanger, nous pouvons échanger. Regardez l'histoire de beaucoup de pays, comme par exemple l'histoire de De Gaulle en France. Quand la nation est menacée, les gens doivent se mettre ensemble, quelles que soient leurs opinions. N'est-ce pas? Quelles que soient leurs opinions. Je ne pense pas que tous les leaders politiques qui ont été reçus par le président de la République partagent les mêmes points de vue que lui sur toutes les questions. Mais en tant que fils du pays, en tant que fille du pays, il y en a qui se sont déplacés pour le rencontrer et lui dire de vive voix quelle est leur position par rapport à telle ou telle autre question de la République. Donc c'est à conclure que la SADO est favorable à ces consultations et espère à ce que des solutions soient prises pour le bonheur des Congolais. Absolument. Et c'est le plus naturel. Parce que ici, nous devons nous rappeler que le président de la République, c'est lui qui doit prendre des décisions. Et si un président de la République estime qu'avant de prendre telle ou telle autre décision, je voudrais échanger avec mes compatriotes pour avoir leur point de vue et après décider, je pense que c'est quelque chose non seulement qu'il faut apprécier, mais qu'il faut encourager. Et maintenant, nous attendons que des décisions sages, courageuses, conformes à la Constitution, soient prises. Mais le revers de la médaille sera peut-être l'opposabilité de ces décisions à tous les Congolais. Pour ceux qui ne viennent pas, qui estiment que ce n'est pas leur affaire, en quoi ces décisions seront opposables à eux? Ils peuvent dire on n'est pas préparé, on n'y a pas concédé, on ne va pas exécuter, on ne va pas respecter. Et reste ainsi, le chef de l'État peut faire preuve de sagesse, d'ouverture, de grande ouverture, de grandeur d'âme pour rappeler ses compères de la coalition au pouvoir, pour qu'ils viennent quand même l'écouter et qu'ils écoutent aussi. Mais s'ils ne viennent pas, s'ils ne les écoutent pas, cette opposabilité posera problème, M. Katende. Ça ne posera aucun problème, parce que le président de la République a des attributions que la Constitution lui donne.
Et il n'a pas besoin de négocier avec qui que ce soit pour prendre des décisions. Mais souverainement, à ce niveau, il peut estimer que pour prendre telle décision qui est conforme à la Constitution, j'aimerais quand même parler avec les frères et sœurs qui sont disponibles. En ce moment-là, nous ne pouvons pas comprendre un seul instant que les décisions du président de la République ne puissent pas s'imposer à tout le monde. Elles s'imposent à tout le monde, à moins que ces décisions soient prises en violation de la Constitution. Et ceux qui estimeront que ces décisions sont prises en violation de la Constitution, ils vont se référer à ce que la loi dit. Mais toutes les décisions, depuis le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, toutes les décisions qu'ils ont eu à prendre n'étaient pas acceptées par tout le monde, mais par le fait que ce sont des décisions conformes à la Constitution, elles s'imposent. Et je pense que les décisions qui vont être prises par le président de la République, si elles sont conformes à la Constitution, elles s'imposeront à tout le monde. Ok, on va clore ce chapitre des consultations, prendre le dernier chapitre de cette émission consacrée. Alors qu'il y a des Congolais qui échangent autour du chef de l'État, il y en a d'autres qui sont écroués pratiquement à vie, disons-le comme ça, à l'instar d'Edi Kapende. J'ai promis qu'on en parle parce qu'il y a une opinion qui estimait qu'à l'occasion de ces consultations, on pourrait faire une ouverture pour ces écroués-là, dont les conclusions des procès n'ont jamais été clairement défini. Maître, vous êtes avocat, vous êtes de la société civile, vous êtes dans le droit de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, avec toute la lucidité d'esprit et d'analyse, Edi Kapende mérite-t-il encore de rester en prison, ou il y a des choses à redire là-dessus? Votre question est directe, je vous donne aussi une réponse directe. Et ma réponse est que M. Edi Kapende et ses autres amis sont en prison aujourd'hui par le simple fait que notre État s'est comporté à un moment donné comme un État non civilisé. Il est clair que le procès qui a conduit à la condamnation de M. Edi Kapende et ses compagnons, c'est un procès qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, qui n'a pas respecté les principes d'un procès conduit dans un pays civilisé. En fait, je voudrais rappeler ici qu'au moment où on prononçait la décision de leur condamnation, le président de la Cour d'ordre militaire à l'époque avait dit que les enquêtes allaient continuer. Comment pouvez-vous comprendre un seul instant qu'on condamne les gens à mort à des peines à perpétuité alors que les enquêtes n'étaient pas terminées? On a voulu tout simplement, à cette époque-là, trouver des boucs émissaires. Et fort malheureusement, Edi Kapende et ses amis ont été trouvés comme des boucs émissaires. Je rappelle aussi que pour des raisons non avouées, M. Edi Kapende et ses compagnons ont été exclus de la plupart des lois d'amnistie qui ont été prises dans ce pays. Et je souligne enfin que la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, à laquelle notre pays est parti, avait demandé à ce que M. Edi Kapende et ses compagnons soient libérés et que le procès reprenne. Le Congo n'a jamais souscrit à ce principe. Et nous profitons de l'occasion pour dire que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a bien fait les choses en libérant, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo, un certain nombre de personnes qui étaient condamnées dans ce procès-là. Mais nous ne sommes pas satisfaits de cette décision du président de la République, parce que nous estimons que M. Edi Kapende et ses compagnons, avec tout ce que nous venons de dire autour du procès, ont déjà fait presque 20 ans en prison. Et aujourd'hui, je pense que à la fin de l'année, à l'occasion des festivités de la fin de l'année, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, peut encore courageusement prendre la décision, n'est-ce pas, d'accorder la grâce présidentielle à M. Edi Kapende et ses compagnons. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup payé
et payer lourdement. Maître Demela, on parle d'un assassinat d'un chef de l'État, on parle d'un assassinat d'une autre procédure du premier des Congolais. Le roi de Kabila assassiné dans son bureau et dit qu'à peine aide des camps, le tout premier, le plus proche, devait répondre à certaines questions où on n'a pas senti des réponses fiables et des réponses assez claires, raison pour laquelle il est écroué. Mais si la sentence était de 20 ans ou à perpétuité, il doit purger comme il se doit. Et il y a une autre faiblesse que les gens ont relevée, c'est sa défense. La défense de Mehdi Kapent n'a pas prouvé noir sur blanc son innocence. Raison pour laquelle, au-delà de la faiblesse de la cour de militaire qui a condamné puis rouvert les enquêtes, je me dis, la défense de Kapent aussi n'a pas été assez efficace pour provoquer sa relaxation. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais en partie, nous sommes tous d'accord que les personnes qui ont tué Laurent Désiré Kabila doivent être jugées et condamnées. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'on mette des faits dont on parle sur la tête des innocents. Et je serais heureux qu'on me dise que le procès qui a conduit à leur condamnation était un procès qui répondait aux principes posés par notre Constitution. Fort malheureusement, le procès a été conduit de telle sorte qu'il fallait expédier l'affaire pour que tout le monde se dise « voilà, on a trouvé quelques coupables ». Mais avec le temps, nous nous rendons compte que ce procès a été expéditif parce qu'on voulait tout simplement condamner quelques individus. Et aujourd'hui, vous savez que les langues se délient petit à petit pour démontrer que les vrais auteurs de ce crime sont encore en vie et les gens qui ont bénéficié de cet assassinat sont encore en vie et ils n'ont jamais été inquiétés. Et donc nous disons tout simplement que nous sommes à un moment où chaque Congolais doit pouvoir se dire qu'il faut quand même se battre pour des causes qui mettent en fait les injustices en évidence. Dans ce procès, les injustices ont été notoires. Comment voulez-vous que la défense de M. Mehdi Kapent et ses compagnons puisse être efficace du moment où déjà la cour d'ordre militaire partait avec l'idée que ceux qui étaient là étaient des coupables, avec l'idée de culpabilité, sans prendre en compte les circonstances pour et les circonstances contre. C'est pour ça que nous commençons cette campagne d'interpeller le président de la République pour qu'il puisse prendre en considération la cause de M. Mehdi Kapent. Nous ne devons pas, monsieur le directeur, nous ne devons pas nous battre seulement pour de l'argent, pour les pouvoirs politiques. Et il est aussi malheureux de constater que beaucoup de politiques dans notre pays ne prennent pas cette cause en considération, n'en parlent même pas. Et nous considérons que l'injustice dont M. Mehdi Kapent et ses compagnons sont victimes aujourd'hui, si elle n'est pas combattue, non seulement par les activistes de droits de l'homme comme moi-même, mais elle doit être combattue, cette injustice, par toute notre société. Parce que ce qui leur arrive pourrait arriver à quelqu'un d'autre, pourrait arriver à un politicien, pourrait arriver à un journaliste, à un activiste de droits de l'homme. Et si nous nous battons pour une société équitable, une société juste, il faut vraiment que tous les Congolais se lèvent pour dire au président de la République que ça n'est assez, 20 ans c'est assez, on peut accorder une grâce présidentielle à ces citoyens qui, à un moment donné, ont servi notre nation avec loyauté. Alors, et grâce présidentielle, c'est une très bonne chose seulement. Lui-même, Mehdi Kapent, a toujours plaidé non coupable sans pour autant prouver sa non-culpabilité. Aujourd'hui, il se renferme comme s'il était en train d'être considéré comme un prisonnier à vie. Kabila, 18 ans de pouvoir, Kapent écroué, Tshisekedi Félix arrive déjà 2 ans au pouvoir et Kapent est écroué. Quelle est la lueur d'espoir pour Mehdi Kapent finalement? D'autant plus que d'un président à un autre, on se rend compte que son cas s'enlise toujours, il n'y a pas d'espoir. Quelle est la façon la plus simple qu'on peut employer pour le libérer finalement? La façon la plus simple, c'est tout simplement de constater que la cour d'ordre militaire, c'était une cour d'injustice, c'était une cour de règlement de comptes
qui a condamné des innocents à la place des personnes qui sont coupables, qu'il faut rechercher, arrêter et traduire en justice. En même temps aussi, nous considérons que l'analyse des faits en droit démontre que le procès n'a pas été juste. Et le président de la République peut se baser sur ces considérations-là pour pouvoir libérer ces hommes et femmes dont certains ont déjà été très malades, d'autres ont été tout simplement condamnés à la mort. Et donc, nous pensons humblement que le président de la République devrait être interpellé par toute conscience qui lutte pour la justice pour qu'un jour, il prenne courageusement une décision d'accorder la grâce présidentielle à M. Edi Kapende et à ses amis. Parce que pour nous, le Congo ne perdrait absolument rien. Et il faut aussi dire que c'est vrai que c'est le chef de l'État qui a été assassiné, mais il ne faut pas oublier que la vie humaine a la même valeur pour tout le monde. Mais combien aujourd'hui des gens qui ont tué des milliers de Congolais sont en liberté aujourd'hui, d'autres sont au pouvoir, voire même des gens qui ont enterré des femmes vivantes, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Mais au nom de la réconciliation nationale, au nom de l'apaisement, je pense que Edi Kapende et ses compagnons peuvent obtenir, après 20 ans de prison, la grâce présidentielle. Et je crois personnellement qu'au-delà de toute autre considération, en droit, sur le point, n'est-ce pas, de l'analyse, de la manière dont le procès s'était déroulé, il est tout à fait clair que nous ne pouvons pas nous estimer heureux d'avoir condamné ces personnes et de les avoir conduites en prison dans les conditions-là. Ce qui du reste est un peu choquant, M. Katende, c'est le silence de sa famille biologique. Et je ne sais pas, au début on a senti les enfants, les cousins, les neveux donner de la voix, mais après il y a eu un silence radio. Même la famille c'est un peu, je dirais pas lésée, c'est un peu impuissante pour défendre Edi Kapende. Il se pourrait qu'ils considèrent que leur frère, leur mari, leur papa est réellement coupable. La famille n'élève plus la voix. La famille, au début, on a fait des lettres ouvertes à tel ministre, à tel procureur, au chef de l'État Kabila, mais après, ça s'est estompé rapidement. Pourquoi la famille ne prend pas le devant? Pourquoi ne va-t-elle pas vers le chef de l'État Tshisekedi de lui dire ce monsieur est innocent, il faut le libérer? La famille est aussi silencieuse? Non. Je peux vous dire que la famille continue à travailler directement et à travailler à travers notre personne. Et je dois vous dire qu'il y a quelques mois, la communauté ronde a adressé une lettre au président de la République pour demander sa clémence en faveur de M. Edi Kapende et ses compagnons. Nous-mêmes, nous devons reconnaître que avoir un papa, un frère qui a fait la prison pendant autant d'années, à un moment donné, quand vous ne sentez pas les choses bouger, vous pouvez vous décourager. Il faut être armé d'une grande volonté pour y arriver. J'ai rencontré un jeune homme qui était, je crois, qui avait que quelques mois le jour où on a arrêté son père. Aujourd'hui, il a 20 ans. Et ce garçon va être marqué toute la vie par ce qu'il a fait, parce que ne pas voir son père régulièrement, c'est quand même marquant pour un enfant. Et dernièrement, quand nous faisions des manifestations l'année passée pour qu'on libère M. Edi Kapende et ses amis, j'ai vu ces jeunes gens se battre pour leurs parents. Et donc, c'est aussi une attitude de déception de voir que le moment qui était attendu, c'était à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, où toutes ces familles, nous-mêmes, la Société des droits de l'homme, nous pensions que le président de la République allait prendre cette décision courageuse. Il a pris la décision, bien sûr, il y a quelques-uns qui ont été libérés, mais les prisonniers emblématiques, Edi Kapende et les autres, sont encore en prison aujourd'hui. Et notre devoir en tant que citoyens, c'est de dire à un moment donné qu'il faut qu'on arrête cette injustice. S'il faut recommencer le procès dans les conditions un peu normales comme aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire. Et entre-temps, il faut suivre le conseil de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a constaté tout simplement que M. Edi Kapende et ses amis n'ont pas bénéficié d'un procès juste et équitable et qu'il fallait les libérer
et recommencer le procès. Mais aujourd'hui, après avoir passé 19 ans, 20 ans en prison, je pense que le président de la République doit avoir un cas de conscience s'il partait en 2023 ou si son mandat était encore renouvelé par le Congolais, que M. Edi Kapende et ses amis soient encore en prison. Je pense que ça serait mal faire. Et certaines officines craignent quand même Edi Kapende, ils l'ont dit durant le procès, et lui-même a fini par cette phrase-là. Il aurait paraphrasé Lumumba Patrice, et qu'un jour l'histoire dira sa vérité, on ne sait pas laquelle, mais il y a des officines qui craignent qu'Edi Kapende soit un îlot de beaucoup de secrets autour de la mort de Laurent Kabila. Cette crainte-là peut faire qu'aujourd'hui, et qu'on travaille en sourdine, qu'on travaille dans certains salons pour qu'il ne sorte pas. Et il a beaucoup de secrets selon vous, vous qui côtoyez la famille. Estimez-vous que Kapende détient beaucoup de secrets autour de la mort de Laurent Kabila? Je pense que M. Edi Kapende aura son temps. Son temps, comme nous l'avons toujours encouragé, d'écrire sur l'affaire Laurent Désiré Kabila, parce que c'est quand même une affaire qui a marqué sa propre vie et qui a marqué la nation. Je pense aussi que les vrais coupables et les auteurs intellectuels de ce qui est arrivé seront connus un jour. Ça, c'est la vérité. Et je rappelle à toutes ces personnes qui se cacheraient telle ou telle autre part que l'histoire s'écrit d'elle-même. Un jour, on le saura. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de constater tout simplement que M. Edi Kapende et ses amis sont en prison, non pas parce qu'ils ont été condamnés à la suite d'un procès régulier, mais tout simplement à la suite d'un procès non civilisé, un procès qui serait considéré comme un règlement de comptes parce qu'on voulait trouver à tout prix quelques boucs émissaires sur lesquels il fallait mettre l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. L'assassinat que nous déplorons parce que nous avons perdu une personnalité importante pour notre pays, une personnalité qui a démontré que la République démocratique du Congo pouvait être gérée sans aucune dette extérieure. Et ça, c'est quand même marquant. Et aujourd'hui, il y a des gens qui fréquentent la prison centrale de Makala, qui estiment qu'Edi Kapende mène une vie de prince. C'est un prisonnier de luxe, un prisonnier VIP. Il a de l'embonpoint, il a toujours un très bon salon, une cellule VIP. Il ne souffre pas. On dit qu'il serait un prisonnier extraordinaire parce qu'il a un cachet dont on ne sait pas définir la source ou l'origine, mais il vit bien et sa famille aussi ne crève pas de faim. Donc c'est un prisonnier extraordinaire, VIP. Il peut y rester, la famille vit bien et il a tout ce qu'il faut. Il a le numéro de téléphone, il contrôle ses comptes bancaires, donc il peut y rester selon certaines sources, bien évidemment. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui se sentirait mieux en prison. La liberté, c'est quelque chose de très important. Et je pense que ceux qui disent ce genre de choses doivent féliciter Edi Kapende d'avoir tenu dans cet environnement-là parce que les prisons de la République démocratique du Congo sont des mouroirs. Avoir tenu dans cet environnement-là pendant si longtemps, je pense qu'il faut vraiment le féliciter, avoir du respect pour cet homme. Qu'est-ce que l'argent peut faire par rapport à la liberté? Qui pourrait sacrifier sa liberté pour avoir l'argent? Qui pourrait sacrifier sa liberté pour avoir une cellule VIP à la prison de Makala? L'avenir de M. Edi Kapende est presque fini. Les perspectives pour sa famille et pour ses enfants sont aussi remises en cause. Et je ne pense pas qu'il y ait une femme qui accepterait que son mari reste en prison. Je ne pense pas qu'il y ait des membres de famille qui souhaiteraient que leur frère reste en prison. Et je ne pense même pas que M. Edi Kapende vit la vie de luxe dont on parle. Je crois que si aujourd'hui on posait la question à M. Edi Kapende entre sortir de la prison et rester en prison en menant la vie qu'il mène, je suis très sûr qu'il va choisir de partir de la prison. Ça veut dire qu'il ne trouve pas son compte là-bas. C'est tout simplement une personne qui est prise en otage à la suite d'un jugement qui ne respecte aucune règle
d'un jugement rendu dans un pays civilisé. Okay. Vous arrivez de le rendre visite, de le voir. Et quel homme il est aujourd'hui, Edi Kapende? Vous qui le côtoyez, vous qui le rencontrez, vous qui le saluez, il a quelle morale? C'est un homme entamé, amorti, dont le futur, vous l'avez dit, presque compromis. Est-ce en lui-même, il a une telle lecture de sa vie? Je peux vous dire que tenir comme il tient, il faut avoir le moral solide. Et je pense que c'est quelqu'un, chaque fois que vous le rencontrez, vous trouvez un homme qui croit certainement qu'il n'a jamais participé à l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila et qui croit aujourd'hui qu'il est toujours capable d'apporter quelque chose à la République. Quand je disais que son avenir est compromis, c'est tout simplement parce qu'il est en prison, non pas de son propre fait, mais du fait d'autres personnes qui ont décidé qu'il soit un bouc émissaire et qu'il soit là-bas. Je crois personnellement que M. Edi Kapende, c'est un homme qu'il faut rencontrer. C'est un homme qu'il faut rencontrer, c'est un homme avec lequel il faut parler, parce qu'au travers de sa personne, on peut comprendre non seulement son état d'esprit, mais comprendre aussi dans quel environnement il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, les gens le présentent comme un homme riche, Maître Katende, on dit sa famille est riche, il est riche lui aussi. Vous avez, vous aussi, une telle impression? Je dois vous dire tout simplement que dans un village où tout le monde marche pieds nus, c'est lui qui a des babouches est riche. Ça veut dire en d'autres termes qu'on ne peut pas mesurer la richesse de quelqu'un. M. Edi Kapende a travaillé dans ce pays. Ça veut dire qu'il peut avoir des revenus, mais pas des revenus qui font de lui un riche. Comme je le disais, quand vous faites 20 ans en prison, je pense que même si vous aviez des milliers d'argent, vous pouvez vous en trouver dans des situations difficiles. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que M. Edi Kapende est en vie et que le président de la République peut contribuer à stabiliser ces hommes qui sont en prison, à stabiliser leurs familles, mais aussi à démontrer à la République qu'on peut corriger des erreurs qui ont coûté très cher à certaines familles, à certaines personnes, quand la volonté existe. Et le président de la République aujourd'hui est dans cette position où il peut corriger les erreurs du régime Kabila. Ok, il faudra rappeler ici qu'Edi Kapende est à 7 ans de la prison, de la peine purgée par Nelson Mandela, qui a fait 27, et dit à 20 ans aujourd'hui. Donc il est à 7 ans seulement d'égaler Mandela dans une longévité, dans une cellule carcérale. Maître Katende, aujourd'hui, vous croyez-vous que votre voix que vous portez aujourd'hui en faveur d'Edi Kapende pourra payer demain? Est-ce que cette voix sera entendue? Est-ce qu'Edi Kapende un jour pourrait être relaxé, libéré, qui circule à Kinshasa en homme libre? Vous ne craignez pas qu'il faut on le libère? Ceux qui lui en veulent pourraient lui faire la peau? Je ne pense pas. Et je ne pense pas non plus qu'il ait permis à qui que ce soit de porter atteinte à la vie d'un autre Congolais pour telle raison ou telle autre. La grâce présidentielle est prévue par la Constitution de la République. Si quelqu'un l'obtient, c'est que le président qui l'accorde a estimé qu'il répond, n'est-ce pas, aux conditions qui sont fixées pour cela. Maintenant, quant à savoir si il y aura des personnes qui ne seront pas contentes de sa mise en liberté, il y en aura. On le considère toujours comme un témoin gênant par certains officiers. Il y en aura toujours, mais je pense que si M. Edi Kapende obtient la grâce présidentielle, chacun de nous devra respecter cette grâce parce qu'elle est conforme à la Constitution de notre pays. Je me refuse personnellement d'entrer dans des questions de règlement de compte. Je me refuse personnellement de ne pas croire qu'à un moment donné, on peut user de l'élan de réconciliation, de l'élan de la cohésion nationale pour, n'est-ce pas, accorder la liberté à certains d'entre nous qui ont souffert du fait de l'injustice du régime Kabila. Et donc, j'estime personnellement que le président de la République, tout compte fait,
est en droit d'accorder à M. Edi Kapende cette grâce présidentielle. Et libérer Edi Kapende n'envenimera pas l'antipathie, le désamour entre Tshisekedi Félix et son prédécesseur qui n'a pas voulu le libérer. Et si on le libère, et ce ne sera pas un signe où on va encore amplifier cette antipathie entre l'UDPS, Cash et Kingakati? La vie politique, elle est conduite par des principes. Et les principaux principes sont posés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça veut dire en d'autres termes que je peux travailler avec vous parce que la Constitution l'impose sans que je ne vous aime pas. Et si nous sommes des hommes d'État, nous devons travailler en considération de principes et non pas de nos sentiments. Aujourd'hui, je dis toujours, monsieur le directeur, qu'il sera difficile de trouver des solutions à la crise actuelle tant que les FCC, tant que le président Kabila voudra toujours garder ses avantages constitutionnels, les avantages financiers et les avantages politiques et économiques. S'il ne fait pas de concessions sur ces questions-là, il y aura toujours des problèmes entre lui et le président Kabila. Mais le problème le plus important, ce n'est pas entre le président Kabila, l'ancien président Kabila, et le président de la République. Le vrai problème, ce sont les problèmes que Joseph Kabila a vis-à-vis du peuple congolais. Les Congolais estiment que le président Kabila a volé une partie de leur avenir. Comment voulez-vous que l'ancien président Kabila, aujourd'hui, a un salaire ou une retraite de 680 000 dollars mensuels. Si vous mettez, parce que sa garde est aux frais de l'État, les militaires qui gardent ces multiples fermes sur la République sont aux frais de l'État congolais, ça veut dire que tout mis ensemble, le président Kabila toucherait aujourd'hui 1 million de dollars chaque mois. Et sur une année, le président Kabila toucherait 12 millions de dollars. Mais c'est voler la vie de tout un peuple. Et tant qu'il va s'accrocher à ces avantages, qui sont en fait des avantages indus, qui sont des avantages exorbitants, hein, les choses ne marcheront pas ni entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Kabila, encore moins entre le président, l'ancien président Joseph Kabila et le peuple congolais. Ok, maintenant on va clore l'émission, on est arrivé, on a achevé notre temps, on va récapituler la principale question. Vous croyez à ce que le chef de l'État actuel, Tshisekedi Félix, accorde une grâce présidentielle à Edi Kapende pour les raisons que vous évoquez? Et puisqu'il y a une autre opinion, on a essayé un peu d'investiguer, qui estime que les Tinois ou le Congolais fassent carrément une pétition en faveur d'Edi Kapende. Vous y croyez vous aussi? D'abord, je crois personnellement que M. Edi Kapende sortira de la prison un jour. Vous savez que ce combat, nous l'avons commencé il y a des années. Et je dois ici vous remercier pour votre engagement dans ces genres de causes qui sont en fait des causes pour lesquelles on ne gagne aucun rond, mais nous estimons que ce sont quand même des causes qui heurtent toute conscience normale. Et si la question de la pétition arrive, je dirais tout simplement que c'est une bonne chose. Mais quelle est la valeur de la pétition? Dans ce pays ici, on a initié plusieurs pétitions auxquelles les autorités n'ont jamais répondu, alors qu'ils ont l'obligation, de par la Constitution, de donner suite à toute pétition dans 3 mois. Vous voyez? Donc, quand on parle du respect de la Constitution, je me dis qu'on oublie d'autres aspects. Combien de pétitions ont été organisées sous les régimes de l'ancien président Kabila et qui n'ont jamais eu aucune suite, même pas un accusé de réception? Quel respect on a pour le peuple? Alors que dans d'autres pays, même quand un citoyen simple écrit au président de la République, il peut recevoir au moins un accusé de réception. Ok, donc pour clore, Maître Katende croit en la libération d'Edi Kapende. Je crois dans la libération de M. Edi Kapende et je crois que M. Edi Kapende est en prison pas parce qu'il les mérite, mais parce qu'il y a eu des injustices. Et comme tout citoyen consciencieux doit combattre toute injustice, nous continuerons à crier, à demander que M. Edi Kapende obtienne la grâce présidentielle du président Tshisekedi.
Nous vous remercions, Monteka Tende. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces minutes de notre émission, 60 minutes. Merci également à Mike Kamoka, Cooper Bola et Freddy Tonkidi pour leur apport technique. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro fidèle en programme. Bonne soirée chez vous et bye bye. Merci.